Salut l'équipe, aujourd'hui c'est un peu la concrétisation de tout ce qu'on a étudié précédemment autour des PWA, cette fois-ci au sein de l'écosystème Angular. Donc on va s'appuyer sur toutes nos précédentes vidéos portant sur les PWA, les service workers, avec le cache, les push notifications, etc. Mais aussi le web app manifest. Donc tout cela pour déployer en fait au travers d'un process assez simplifié une application Angular PWA. Ainsi on va déployer une application de base qui va juste se contenter de faire une requête auprès d'un serveur. That's all. So here we go. Pour réaliser cela, on utilisera le scaffolding d'Angular CLI qui va nous être d'une grande utilité pour ne pas débuter from scratch et être pour la suite correctement assisté pour piloter notre service worker. Donc on est parti, on fait un ng-new avec le nom du projet suivi de l'option service worker qu'on active. Donc ainsi ça va nous mettre dans le .angular-cli.json la propriété service worker à true. Donc à partir de là on peut se rendre dans l'app module et se rendre compte que tout est importé. Donc le @angular/service worker module est importé et initialisé dans l'import. On a aussi la présence du fichier njsw-config.json qui est présent dans le dossier src et qui va être en fait notre fichier pour pouvoir piloter notre service worker de façon assez simplifiée, contrairement à ce qu'on avait implémenté précédemment. Mais avant, laissez-moi vous décrire un concept qui est assez important dans la notion de PWA. L'App Shell, en fait, c'est un concept pour architecturer nos applications web de façon agnostique de toute technologie. Même si là on est dans le cadre d'Angular, c'est complètement agnostique ce concept-ci. Donc l'App Shell est littéralement, signifie la coquille de l'application. C'est le service minimum viable en termes d'HTML, CSS et JavaScript pour afficher la structure de l'interface utilisateur débarrassée de tout contenu. Ainsi, ce squelette d'application contient les composants clés nécessaires dépourvus de tout contenu. Donc pour performer cela, on va devoir mettre en cache l'ensemble des fichiers statiques afin qu'à chaque passage de l'utilisateur, ces ressources soient immédiatement chargées au démarrage. Donc voilà, ça c'est le concept de base. Donc à partir de là, on comprend bien que les composants UI qui sont statiques et qui sont intrinsèquement liés au démarrage de l'application, à l'affichage de la structure de base de notre application, on se rend bien compte qu'on va devoir ces fichiers-là les mettre en cache de façon statique dès l'installation du service worker. Donc regardons comment fonctionne le njsw-config. Donc la version de ce fichier représente le service worker d'un but de notre application. Par conséquent, la version du njsw.json est déterminée par le contenu de ce dernier incluant tous les hashes et toutes les ressources référencées. Donc ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les détails des propriétés pour que cela soit un peu plus clair. Donc le JSON débute avec la propriété index qui va rester globalement sensiblement toujours index.html dans le cadre d'une simple PWA, donc une application à un seul point d'entrée. Il y a une possibilité d'utiliser la propriété appdata, donc c'est une sorte de propriété, je dirais metadata, qui permet de décrire la version de l'application en question. Donc cette section peut être utilisée pour fournir des données additionnelles, pour afficher des pop-up notifiant à l'utilisateur qu'une nouvelle version est disponible et ainsi potentiellement forcer le refresh pour utiliser cette nouvelle version. Donc pour notre exemple, on va omettre cela va au-delà juste du simple point d'introduction que nous sommes en train de réaliser. Donc ensuite vient la propriété AssetGroups. Donc c'est ici que l'on va appliquer notre mise en cache sur des ressources statiques au moment du build. C'est ça qui est important, donc les AssetGroups, ça se passe au moment du build. Cela concerne donc essentiellement les ressources statiques inhérentes à la complétude de notre approche AppShell. Puis, vous l'aurez compris, les DataGroups sont des ressources qui seront cachées à l'exécution lorsque le client naviguera au sein de l'application. Donc il y a globalement pour chaque groupe deux stratégies de gestion de mise en cache. C'est en fait assez similaire à ceux que l'on avait déjà développés par nous-mêmes lorsque l'on avait déployé des service workers en plein JavaScript, enfin en JavaScript pur, dans nos précédents tutos. Mais avant, revenons sur l'AssetGroups en général. L'AssetGroups, c'est un objet donc de notre JSON qui va posséder plusieurs propriétés. Commençons par name, ça permet tout simplement de nommer un groupe de ressources en question qui sera mis en cache au sein de la cache API et ainsi pour pouvoir les retrouver aisément. Ensuite vient le fameux objet contenant la déclaration de ressources que l'on souhaite utiliser. Il y a à vrai dire trois propriétés, files, versioned files et URLs. La différence est simple. Pour les ressources déclarées dans files, un hash se basant sur le contenu sera généré et ainsi inclus dans leur nom d'URL. Par conséquent, le service worker njsw.json pointera sur ce fichier comme vous pouvez le voir ici.
De l'autre côté, les versioned files sont des fichiers disposant déjà de hash, donc il n'est pas nécessaire de demander à Angular, au service worker module d'Angular, de gérer cela, car l'Angular CLI le gère déjà de base en réalité. Donc en fait, cela concerne tout bonnement les fichiers internes d'Angular, comme vous pouvez le voir par défaut, ce sont les bundles inhérents à Angular. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour notre utilisation quotidienne, c'est dans Files qu'il faudra passer. Ici, dans l'exemple, j'ai deux images de mon logo, dont le background color diffère, et j'ai décidé de placer ces fichiers au sein de Files. Et on va l'updater pour voir le comportement par la suite. Mais on le verra juste après lors de l'implémentation. Donc à titre indicatif, sachez qu'il existe aussi URLs permettant de mettre en cache des URL externes tels que des CDN ou des fontes, mais naturellement je déconseille cette utilisation au sein de l'asset groups. Car comme le dit si bien l'adage, on n'utilise pas de ressources nécessaires au démarrage en allant les chercher chez un client tiers. Par conséquent, je n'aborderai pas cette propriété de pointage de ressources, ou plutôt on en reparlera le comportant lors de la slide suivante sur les data groups, où là la propriété sera vraiment mandatory. Mais avant, passons aux stratégies de mise en cache et de mise à jour lors d'un changement de ces ressources statiques. Ainsi vient install mode et update mode. Donc install mode détermine comment les ressources sont initialement mises en cache. Ces deux propriétés peuvent prendre pour valeur prefetch ou lazy. Le prefetch va donc mettre en cache directement la ressource au moment de l'installation du service worker. Cela se traduira dès lors que le service worker s'installe pour la première fois. Cela requiert certes une utilisation de la bande passante assez intensive en arrière-plan lors de la première installation de l'application. Et c'est à peu près le même pendant pour l'update mode dès lors qu'il y a une nouvelle version de service worker qui sera installée. Néanmoins, on l'a vu lors de nos précédentes vidéos, dans le cadre d'un update de service worker, les ressources ne seront disponibles que lors de la prochaine visite de l'application, la visite N+2. Si vous me suivez, N c'est on installe l'application, N+1 on revient une semaine après, il y a une nouvelle version du service worker qui s'installe. À ce moment-là, il s'installe, mais on n'a pas les ressources, il faudra revenir ou plutôt recharger l'application pour pouvoir disposer de cette nouvelle version. Voilà, ça on l'avait déjà vu dans les précédentes vidéos, et c'est essentiellement dû pour des raisons de consistance de l'application et d'intégrité des données. Ainsi, les deux service workers, N et N+1 dans notre exemple, vont cohabiter, et puis le service worker N sera écrasé dès lors qu'il n'est plus utilisé, c'est-à-dire que plus aucun onglet du navigateur qu'il utilisait est ouvert. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos d'introduction où on implémente vraiment tout de A à Z. Néanmoins, il subsiste une possibilité de forcer l'activation de la dernière version du service worker dès réception de ce dernier. Cela se fera via le service SW Update, mais cela sort à nouveau du cadre de ce tuto. Mais sachez que Angular a prévu le coup. Donc vous l'aurez compris, le prefetch est indispensable au bon fonctionnement de notre app en mode offline. Donc toutes les ressources de notre app shell, du concept shell, doivent être préfetchées. En face, il y a lazy, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, à savoir il met en cache dès lors que la ressource est requêtée. Donc à ce moment-là, dès lors que notre navigation, que le client a le besoin de requêter la ressource, c'est un peu ce qu'on pourrait traduire par le mode cache on demand. Ainsi, les ressources jamais requêtées ne seront jamais cachées. Alors passons maintenant aux data groups. Une propriété name là encore pour pouvoir retrouver l'entrée dans la cache API, naturellement. Ensuite, on a un tableau URLs. Donc cette fois-ci, il est obligatoire, cette propriété est obligatoire. Et elle va donc nous permettre de mettre en cache les données tapées sur cette URL, qui renvoie des données dynamiques pour le coup. Donc, je ne l'ai pas mentionné pour asset groups, mais files et versioned files, tout comme URLs, vont pouvoir utiliser des pseudo-expressions régulières pour aller chercher ce que l'on souhaite mettre en cache de façon générique. Donc ainsi arrivent trois opérateurs essentiellement, donc le étoile-étoile, donc c'est quand il y a 0 segment de chemin URL, je parle, ou plus en fait, donc ça va sélectionner tout ce qui rentre. Une étoile, c'est quand on a exactement un segment d'URL générique, ou un segment de nom de fichier. Et ensuite, il y a le préfixe point d'exclamation, qui en fait c'est le motif inversé, donc il va prendre la négative. Seuls les fichiers qui ne matchent pas avec ce motif-là seront inclus. Vous avez quelques exemples sur la slide qui illustrent des cas d'utilisation assez courants. Donc revenons à nos data groups. Vient ensuite la propriété version, qui n'est pas obligatoire, mais c'est utile quand parfois les formats d'une API changent, rendant le tout non rétrocompatible. Dans ce cas, une nouvelle version de l'app ne sera plus compatible avec l'ancien format de l'API, et donc a fortiori avec les ressources actuellement mises en cache depuis cette API. D'où l'intérêt de l'indiquer avec cette propriété. Donc après voilà, Angular va faire sa petite tambouille pour pouvoir déterminer ce qui est obsolète ou ne l'est pas. Passons à la gestion du cache en soi. Donc comme tout cache, il y a des règles de comment le contenu doit être mis à jour et considéré expiré. Par conséquent, nous devons et nous disposons d'une multitude de propriétés pour filtrer, affiner au mieux notre politique de rafraîchissement de cache dynamique. Il va ajouter des propriétés de content type pour outrepasser les expirations et caches préconisées par l'HTTP en fait, et ainsi être seul aux commandes
de la situation à l'aide de ce dont nous aurons défini comme propriété. Donc ces propriétés, quelles sont-elles? Tout d'abord, il y a max size qui est obligatoire bien sûr, donc ça définit le maximum de réponses mises en cache. En gros, ça permet de borner le nombre d'entrées et de ne pas faire tout simplement exploser le quota disponible dans chaque navigateur. Avec cette URL, on pourra mettre en cache tant d'entrées mais pas plus, ce qui est assez logique en soi. Il y a ensuite le max age, donc là aussi c'est obligatoire, ça indique tout simplement combien de temps la réponse est considérée comme valide avant d'être évincée dès lors qu'elle devient out of date, enfin périmée. Donc ça utilise un format de date stringifié, donc D pour jour, H pour heure, M pour minute, S pour seconde et même les microsecondes avec U. Enfin bref, vient ensuite le timeout. Donc le timeout, ça définit un network timeout, c'est-à-dire un délai d'attente par les services Angular avant de considérer de se rabattre sur la réponse mise en cache. Donc cette fonctionnalité sera activée si l'on choisit la stratégie Freshness. Freshness, Kezako. C'est justement ce que l'on va voir par la suite, Jeune Padawan. Il y a les deux stratégies préoccupant notre data groups, qui sont les performances et freshness. De nouveau, c'est une approche similaire à ce que l'on avait développé de notre propre chef dans les tutos précédents. Donc performance, ça va chercher la performance, thanks Captain Obvious. C'est-à-dire qu'il va d'abord chercher en cache et ensuite se rabattre sur network. Donc c'est idéal pour, bien entendu, si le contenu en cache a expiré selon notre propriété max age définie précédemment, alors il tapera sur le réseau. S'il y a accès ou pas, sinon s'il y a une erreur, il y aura erreur. Donc avec cette approche, on privilégie la vitesse, mais il y a un risque d'avoir des données un peu vieilles. Par conséquent, c'est à utiliser dès lors que l'on tape sur des données qui changent rarement. Donc en face de cette stratégie, on trouve freshness. Donc freshness, voilà, qui va finalement être utilisé conjointement avec le timeout. Donc ça va chercher les données sur le réseau, et en cas de timeout, ça va chercher en cache. Ça a préconisé lors de données qui changent fréquemment. Donc là, l'explication qui vient de dérouler, c'est vraiment le cœur du système de configuration. Si vous l'avez compris, il suffit juste de l'appliquer bêtement pour déployer votre PWA en quelques minutes. Dans notre cas, on va faire un service minimum. Donc on va inclure l'HTTP client module, on va l'importer dans notre app component. Ensuite, je rajoute du feuille de style, ça je vous montre pas, là j'ai fait une petite feuille de style rapidement qui s'applique sur toute l'application. Et j'ai viré tout le template de l'app component est complètement réécrit. Bon, c'est pas très important, globalement il y a un bouton fetch, quand j'appuie ça fetch les données. On va faire juste une simple requête auprès d'une API qu'on va utiliser JSON Server pour pouvoir le scaffolder de façon rapide. Donc voilà, je le start, je me rends à l'URL pour vous montrer, ça renvoie juste des données JSON. C'est pas important du tout, on veut juste pouvoir taper sur une API. Maintenant que le service worker est installé, comme on peut le visualiser à l'aide de l'URL service-workers internals de Chrome, où l'on retrouve notre localhost 8090, on va pouvoir couper tous les serveurs back-end et front-end et ainsi tester notre application en mode hors ligne. Il y a aussi la possibilité de décocher depuis le Chrome Debugger pour se retrouver dans un contexte hors ligne, mais là on va vraiment le faire de façon effective. Si on ouvre notre console de debug justement, à l'onglet Applications, puis Cache API, on a l'ensemble des entrées et on retrouve notre logo. Mise en cache, mais aussi tous les bundles requis au bon fonctionnement d'Angular et notre requête que l'on avait lancée auprès de notre serveur d'illustration. On remarque de nouveau que tout fonctionne, le fetch va fonctionner car, comme on l'a déjà lancé précédemment, on a pu le mettre en cache, compte tenu de notre stratégie dynamique de mise en cache qui est en valeur en stratégie performance. Mais naturellement, si on n'aurait pas fait cette requête au préalable lorsqu'on était en ligne, eh bien on se serait retrouvé avec une erreur, car la cache API ne contiendrait alors aucune entrée. Par la suite, je rajouterai le logo pour qu'on puisse tester aussi le rafraîchissement donc, des assets, comme on l'avait vu avec la clé de hachage qui est générée. Et donc, dès qu'on update ce logo, la clé de hachage est modifiée. Par conséquent, un nouveau hash à partir de l'image logo va être généré. Donc il me reste à builder l'application pour rendre la nouvelle version du service worker effective. Voilà, on obtient bien le nouveau logo vert. Néanmoins, si on ouvre le cache, on se rend compte que l'ancien logo est toujours en place. Ceci est dû à ce que l'on a dit précédemment, que cette version de l'application tourne sur l'ancienne version du service worker. C'est pour cela qu'il nous suffit de fermer l'onglet et de le réouvrir pour bénéficier de la dernière version du service worker, avec comme prévu dans la cache API la dernière version du logo. Ainsi, l'ancienne version est totalement supprimée par Chrome. Et aussi, voici donc le nouveau hash obtenu de notre logo. Passons maintenant à un point à prendre en compte lorsque l'on aborde l'utilisation de nouvelles technologies. Il est important d'avoir un écosystème confortable, notamment pour le debug. Ainsi, il y a certains outils que l'on a déjà utilisés, comme notamment le Chrome DevTools, c'est ce qu'on a utilisé depuis le début en fait. Donc il y a un point quand même important à mentionner, c'est qu'il est source de bugs. Donc il faut faire attention, parce qu'en fait, il va quelque part bloquer le service worker, il va bloquer l'instance courante. Et ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des soucis donc, de mise en cache, ou plutôt en fait ça se met bien en cache, mais il faut rafraîchir donc manuellement pour pouvoir bien observer que la mise en cache a été effectuée.
Bon, voilà, c'est pas encore ultra stable aussi. Voilà, quelquefois ça plante. Vous pouvez vous rendre sur la console, il y a écrit qu'il trouve pas le service worker, etc. Mais voilà, on l'a vu que c'était déjà assez fonctionnel dans les tutos précédents, qu'on pouvait déjà dès lors l'utiliser. Ensuite, il y a une URL qui a été rajoutée, donc votre URL à vous, donc dans notre cas localhost 8090 /ngsw/state. Donc là, ça indique l'état courant du service worker. Quand tout est écoué, c'est le message qu'on voit là. Donc là, tout est OK. Donc c'est le state normal. Avec, on voit bien les clés d'achat, etc. Donc là, tous les logs seront affichés au fur et à mesure. Donc il y a des messages d'erreur, voilà, ne vous en faites pas, ça sera affiché. Et ensuite vient la question, parfois, bien sûr, si on veut tout simplement supprimer, imaginons qu'il y a un gros bug, il faut vite agir. Donc en tant que développeur, la solution, c'est tout simplement, on supprime ou alors on renomme notre ngsw-config.json. Et en fait, ça va entraîner un 404, ce qui va entraîner tout simplement une autodestruction du service worker. Et ainsi, on a pu stopper l'hémorragie, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est dans les cas extrêmes, voilà, quand on est en développement, qu'on a envoyé quelque chose qu'il fallait pas, par exemple. On le supprime ou on le renomme, mais sûr plutôt le renommer, comme ça on peut corriger ce qu'on doit corriger. Et ça supprime en production vraiment le service worker. Tout est cleané côté client, donc au niveau du service worker qui est installé, il se clean automatiquement, il s'auto-détruit. Donc voilà, on a fait le tour en fait, c'est à peu près tout. Vous voyez, c'est vraiment très très simple une fois qu'on l'a prise en main. Ça évite bien souvent de faire des erreurs par nous-mêmes. Il n'est pas 100% stable encore, il y a beaucoup d'issues qui sont ouverts à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est déjà fonctionnel et ça peut être déployé pour de la production. Donc au niveau des liens, donc la doc officielle, il existe des outils pour assister les développements et vérifier que votre PWA est optimisé. Donc je vous en mets un, par exemple Lighthouse ici, il en fait partie. Notez qu'il existe des librairies pour générer des service workers. Je pense notamment à SW Precache qui va permettre de vous assister pour la mise en cache des fichiers statiques, donc le cœur de l'App Shell, et aussi SW Toolbox qui lui va plutôt se charger de la politique de mise en cache des données issues du serveur. Donc ici on a vu que l'AngularKey remplit son rôle en manageant le tout par lui-même, donc il n'y a pas besoin de ces bibliothèques tiers. Donc en conclusion ici, nous on l'a bien vu, l'AngularKey il remplit tout son rôle en manageant le tout de lui-même. Et si on a vu précédemment comment faire from scratch, donc totalement manuellement, comment le faire de façon totalement automatisée avec Angular, donc on pourrait être amené à aborder cette solution intermédiaire autour de SW Precache et SW Toolbox. Concernant la gestion du web manifest, il peut être continué d'être géré totalement manuellement comme on l'a fait lors de notre précédent tutoriel. Comme d'hab, tous les liens sont en description. Le repository de ce tutoriel de présentation est aussi en ligne sur GitHub. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels sur du JavaScript, sur de l'HTML, sur de l'Angular, sur du React, sur du Redux. Qui sait, donc restez connectés. Peace.